Bonsoir à tous. Donc, du coup, je vais vous présenter cette conférence sur l'extension de l'expérience de vie et son impact sur le futur de l'humanité. Donc, ça fait partie du coup d'une série de 3 conférences sur la futurologie. La première était sur la fusion nucléaire et on a vu globalement que ça permettrait de changer notre société dans les prochaines décennies, puisque pour faire avancer une civilisation, on a besoin de main-d'œuvre et d'énergie. Et avec la fusion nucléaire, on a tellement d'énergie que la société change de manière radicale et fait apparaître du coup de nouvelles problématiques, dont l'espérance de vie. Donc ce dont on va parler, étant de l'expérience de vie, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que jusque-là, on a quand même eu de faibles incréments en évitant principalement les morts prématurées. Donc ça passe par combattre des maladies, mais ça passe, par exemple, quand je fais passer une loi pour obliger le port de la ceinture, forcément j'ai un petit incrément d'espérance de vie. Évidemment, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des choses beaucoup plus, des incréments beaucoup plus importants en allant combattre la vieillesse. Donc du coup, quand on regarde les causes de mort, cancer, maladie du cœur, diabète, etc., la plupart sont très corrélés avec la vieillesse. D'accord ? Plus on est vieux, plus on a de chances de mourir d'une de ces maladies. Donc en termes de définition, déjà il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition universelle de la vieillesse. Pourquoi ? Parce que les causes sont difficilement comprises. Même actuellement, en 2021, on ne sait pas vraiment, en tout cas on n'est pas sûr à 100% de ce qui cause vraiment la vieillesse. Évidemment, vous avez des théories favorisées par le public, comme celle d'August Weismann, qui dit qu'une exposition chronique à ce qu'il appelle des stresseurs va provoquer des dégâts aux tissus et aux molécules, sauf qu'évidemment, dans le domaine scientifique, c'est pas vraiment une théorie qui est favorisée. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la maladie, la vieillesse comme une maladie, comme toutes les autres maladies, comme un rhume par exemple, et en traitant les symptômes, on espère du coup une espérance de vie qui va bondir de plusieurs centaines d'années. Donc du coup, par exemple, si je prends ce graphique-là, donc ça, ce sont des personnes qui sont nées entre 1939 et 1945 en France, et on voit qu'au bout d'un moment, voilà, quand on devient vieux, on a énormément de chances de mourir. Ce qu'on veut faire, du coup, c'est retrouver plutôt les chances de mourir qu'on a entre 20 et 30 ans, donc faire ressembler la partie haute de la courbe à ce qu'il y a sur la partie basse. Donc forcément, si je fais ça, mon espérance de vie augmente de manière très importante. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'on peut devenir immortel ou pas ? Il faut savoir que l'immortalité biologique, ce n'est pas l'immortalité. Quand on prend un taux d'accident de 0,1% de chance par année, par exemple, on atteint 700 ans d'âge médian. Également, l'univers n'est pas infini. L'univers aura normalement une fin au bout d'un moment, donc de toute manière, avec l'entropie, l'immortalité au sens propre est de toute manière impossible. Aujourd'hui, on ne parlera pas également de transfert de conscience. C'est pas vraiment le sujet. Bon, est-ce que ça compte vraiment quand on transfère la conscience ? Est-ce que c'est pas plutôt une copie plutôt qu'un transfert ? Bon, c'est une toute autre question et on n'en parlera pas. Donc du coup, le but ultime, vous l'avez compris, c'est l'immortalité biologique. Et il y a un truc intéressant à remarquer, c'est que dès que les premières améliorations commencent à arriver, on peut espérer vivre suffisamment longtemps pour connaître les prochaines améliorations. Donc, par exemple, si vous avez 80 ans, que vous commencez un tout nouveau traitement qui vient de sortir, et on vous dit que vous allez gagner 20-30 ans d'espérance de vie, le temps d'arriver à 100-105 ans, vous aurez un nouveau traitement qui va sortir, que vous allez utiliser. Et là, vous aurez peut-être 30 ans, 40, 50 ans en plus. Et ainsi de suite. Donc ça fait un effet de cascade jusqu'à atteindre l'immortalité biologique. Personnellement, je suis assez optimiste sur ce genre de choses. Donc je pense que ça peut commencer potentiellement d'ici 2040, parce que je trouve que la science qui est derrière tout ça est assez solide, et que l'investissement financier ne devrait pas être un problème.
Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, on va passer sur une petite partie un peu technique. On va voir un peu les effets de la vieillesse et quelles sont les pistes pour résoudre chacun de ces effets-là. Donc évidemment, j'ai pas inventé l'eau chaude. Il y a une fondation qui s'appelle la Sense Research Foundation. Donc vous pouvez d'ailleurs aller sur leur site si vous voulez faire une donation. C'est une très bonne fondation qui est donc pour la recherche contre les maladies liées à la vieillesse. Donc eux, ce qu'ils disent, comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est qu'il n'y a pas de théorie concrète pour le vieillissement. Par contre, on a 7 classes majeures de dégâts qui ont été formellement identifiées. Et donc ça veut dire que si on arrive à prévenir ces dégâts-là, on aura ce qu'ils appellent des biotechnologies de rajeunissement qui permettront au corps de retrouver sa vigueur juvénile. Donc en gros, vous avez 80 ans, mais votre corps en a 20. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec la première, les agrégats extracellulaires. Donc dans votre corps, vous avez des protéines. Alors les protéines, c'est tout un tas de molécules enchevêtrées de manière complexe qui va faire en fait une fonction simple. Donc, par exemple, transporter quelque chose à travers votre corps. Bon, le détail n'est pas forcément important, surtout que je ne maîtrise pas, évidemment. Par contre, les protéines vont se plier et se déplier, et parfois, elles vont mal se replier, et elles vont former des agrégats. Donc ces agrégats vont aller se poser entre les cellules. Donc évidemment, c'est des déchets, et ces déchets, il faudrait les éliminer, puisque c'est responsable entre autres d'Alzheimer, des diabètes de type 2, ou encore de l'insuffisance cardiaque. Donc là, déjà, avant de continuer, on comprend déjà tout de suite quelque chose, c'est que chacun des défis qu'on va voir est responsable de une à plusieurs maladies qui sont liées à la vieillesse. Donc à chaque fois qu'on arrive à solutionner un de ces défis, c'est tout de suite un bond en termes d'espérance de vie qui peut être attendu. Donc pour les agrégats extracellulaires, il va falloir les éliminer. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la clairance immunothérapique. Donc, sous ce nom compliqué se cache tout simplement une seule chose, c'est les anticorps. D'accord ? Les anticorps, on peut les introduire de 3 manières. Donc l'introduction active ou passive, en utilisant des vaccins qui vont soit contenir la substance à cibler pour entraîner le système immunitaire à l'attaquer, soit directement les anticorps. Il y a une troisième méthode, c'est d'utiliser des anticorps un peu spéciales, qui ont un effet un peu différent des autres anticorps classiques, qui vont en fait décomposer l'agent nocif en des fragments plus petits, ce qui réduit la dose nécessaire et a un transport plus efficace à travers la barrière, protégeant le cerveau. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre les travaux du docteur Sudhir Paul. Alors, il me semble que c'est l'université du Texas, l'université médicale du Texas. Je ne suis plus sûr à 100%. C'est peut-être ça. En tout cas, voilà. Donc, c'est la piste principale contre le défi numéro 1. Maintenant, défi numéro 2. La résistance à la mort cellulaire. Alors, vos cellules ont chacune une fonction particulière. Donc, elles sont programmées pour effectuer une tâche. Voilà, vous avez des cellules partout dans votre corps. Ça compose en fait tout votre corps, vos organes. Et chacune ont une tâche spécifique. Sauf que parfois, certaines vont s'éloigner de leur programmation normale pour raison X ou Y. Vers les 50 ans, le nombre de ces cellules dysfonctionnelles atteint un niveau nocif. Et ça va être responsable, à travers les cellules sénescentes, d'une plus grande vulnérabilité au cancer, de dérive du système immunitaire. Sur les cellules du tissu adipeux, ça va augmenter la résistance à l'insuline, donc diabète. Sur les cellules immunitaires, ça va globalement affaiblir tout votre système immunitaire. Donc un peu de la même manière que le défi 1, ce qu'il va falloir faire, c'est aller cibler ces cellules dysfonctionnelles. On va voir à travers tous les défis, oui. À chaque fois, l'idée, c'est de cibler le problème. C'est ça la problématique principale dans le domaine médical, c'est d'arriver à bien cibler ce qu'on veut éliminer. Donc on peut utiliser un agent toxique seulement à ces cellules dysfonctionnelles
ou stimuler le système immunitaire pour cibler ces cellules en particulier. Donc les bonnes nouvelles, c'est que c'est déjà la base de certaines thérapies contre le cancer. On identifie des marqueurs spécifiques à ces cellules cancéreuses pour les traiter. Et des marqueurs pour des cellules immunitaires dysfonctionnelles sont déjà connus. Donc voilà, on va voir à travers certains défis peuvent être appliqués également contre le cancer, puisque le cancer, pas la peine de vous l'expliquer, mais c'est l'un des plus gros problèmes en termes de maladies liées à l'âge. Ensuite, le défi numéro 3. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de lire ce qui est écrit, moi-même je ne comprends absolument rien. Par contre, les schémas sont assez simples à comprendre. Donc, les fibres de votre corps sont composées de collagène, et parfois vous avez des liens en rouge qui vont relier les collagènes entre eux, sauf que plus vous êtes vieux et plus vous en avez. Et plus ces liens rouges sont importants, et bien plus votre collagène est rigide, et donc vos tissus deviennent rigides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des liens extracellulaires, ou bien des liaisons croisées macromoléculaires. On va appeler ça des liens extracellulaires pour l'instant. Et ça va être responsable du coup de l'augmentation de la pression artérielle avec l'âge. Donc augmentation du risque d'AVC. C'est également responsable de l'affaiblissement des ligaments, affaiblissement de la vision et de tout un tas d'autres petits problèmes liés à l'âge. Donc comment faire pour se débarrasser de ces liens extracellulaires? Eh bien, le responsable principal de ces liens, c'est une molécule qui s'appelle le glucosépane. D'accord? Donc c'est cet assemblement moléculaire-là. Donc l'idée est simple, si on arrive à briser cette molécule, eh bien on peut faire retrouver aux tissus leur élasticité d'antan. D'accord? Donc il y a deux manières de faire, soit on peut utiliser des enzymes, voilà, donc on trouve des enzymes anti-AGE, voilà. Cependant les enzymes ont besoin d'aller choper de l'énergie dans vos cellules, ou bien on peut utiliser des protéines. Sauf que les protéines, le problème cette fois-ci, c'est qu'elles peuvent être trop grosses pour atteindre la molécule, le glucosépane, à travers le collagène. Ensuite, sur le défi numéro 4, les agrégats intracellulaires. Alors on a vu les agrégats extracellulaires. Les agrégats intracellulaires, c'est exactement la même chose, donc des protéines mal formées, sauf qu'elles sont cette fois-ci à l'intérieur des cellules. Pour s'en débarrasser, votre corps utilise des lysosomes. Les lysosomes ont des enzymes qui permettent de briser les déchets en morceaux gérables, tout simplement. Et vous vous en doutez bien, parfois les lysosomes n'y arrivent pas. Donc forcément, ça va accumuler les déchets dans les cellules et donc altérer les fonctions cellulaires. Et là, c'est la ribambelle d'effets secondaires, donc plaques dans les artères, maladie du cœur, crise cardiaque, Alzheimer, Parkinson, cécité chez les plus de 65 ans, etc. etc. Donc pour s'en débarrasser, on va faire ce qu'on appelle de nouveaux hydrolases ou nouvelles hydrolases lysosomales. Voilà, donc en gros, ça va être de donner au lysosome de nouvelles enzymes qui vont lui permettre de briser plus de choses que le lysosome classique. Donc la bonne nouvelle, c'est que délivrer de nouveaux enzymes au lysosome, c'est quelque chose qui se fait déjà, puisqu'il y a des maladies comme celle de Gaucher, où les personnes en fait ont des enzymes lysosomales manquantes, où ils n'en ont pas assez. Donc les traitements sont assez simples, on va les injecter avec des enzymes lysosomales modifiées pour qu'elles puissent traverser la membrane cellulaire et permettre à ces personnes de vivre normalement. Il y a également des thérapies géniques qui sont en cours de développement pour laisser les cellules affectées, donc produire ces enzymes elles-mêmes. Donc l'idée est toute simple, il suffit de trouver et de fabriquer des enzymes capables de dégrader les produits toxiques du cholestérol et les plaques naissantes dans les artères par exemple. Donc ça permettrait du coup de soigner tout un tas de maladies comme certaines formes de cécité ou encore de faire partie d'un traitement un peu plus général contre Alzheimer, Parkinson et d'autres troubles neurologiques. Voilà, donc on a déjà vu 4 défis, il nous en reste encore 3. Le prochain, c'est les mutations mitochondriales. Alors,
Les mitochondries, c'est tout simple. Ce sont des machines qui convertissent les nutriments en énergie dans vos cellules. Voilà. Donc évidemment, comme toute centrale électrique qui se respecte, ça génère des produits toxiques qui s'appellent les radicaux libres, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est notamment voilà, certains aliments qui se disent antioxydants, bah c'est contre les radicaux libres, soi-disant. Bon. Et donc du coup, pas de chance pour les mitochondries, parce que les mitochondries ont une ADN propre, qui s'appelle l'ADN mitochondrial, et qui malheureusement est vulnérable aux radicaux libres. Ce qui peut arriver, c'est que la mitochondrie perde sa capacité à produire de l'énergie. La cellule devient donc zombie un peu, et c'est très problématique puisque sa progéniture va aussi être un peu zombie, et va en fait déverser des déchets un peu dans la circulation de tout le corps. Donc c'est l'augmentation du stress oxydatif dans tout le corps, et c'est responsable de plusieurs problèmes liés à l'âge. Donc comment contrer ça ? Eh bien, en fait, l'un des problèmes, c'est que c'est très difficile de prévenir les mutations, voire impossible. Donc l'idée, au lieu de prévenir les mutations, ça va être de soigner les mitochondries pour leur permettre de retrouver leur capacité à produire de l'énergie. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'implémenter des copies de secours des gènes mitochondriales. Donc c'est ce qui se cache derrière ce nom compliqué, l'expression allotopique des protéines. Voilà. En gros, c'est une copie de secours des gènes mitochondriales. Ça évite l'état zombie cellulaire, et du coup, il y a plusieurs méthodes pour le permettre. Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas beaucoup compris comment fonctionnent ces méthodes. Par contre, la deuxième, j'ai à peu près compris. Ce sont des systèmes moléculaires jetables qu'ils appellent INTEIN, qui vont aller se poser dans les séquences de protéines pour permettre de passer à travers la membrane cellulaire et aller délivrer la copie de secours de l'ADN mitochondrial à la mitochondrie. Donc c'est un peu ce qui est représenté sur le schéma. Voilà. La protéine avec un système spécial qui va aller délivrer à la mitochondrie une nouvelle ADN fraîche et sans mutation. Alors, le défi numéro 6, ça va être assez simple. Les cellules cancéreuses, ben, on sait tout ce que c'est, puisque le cancer, je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Et tout simplement, au cours de votre vie, en vieillissant, des mutations vont parfois endommager l'ADN de vos cellules, ce qui va faire qu'une cellule va avoir une croissance incontrôlée. Alors, le problème des cancers, le plus gros problème des cancers, c'est que c'est difficile d'avoir une défense généralisée contre le cancer. Donc ici, la solution, elle est très ambitieuse et vraiment très très dans le domaine de la recherche. Mais en gros, l'idée, elle est simple, c'est que les télomères, ce sont des capteurs d'âge biologique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand une cellule va se diviser, ben les télomères vont réduire en taille. Quand le télomère est à 0, ben la cellule arrête de se diviser parce qu'elle est trop vieille, entre guillemets. Donc, vous vous doutez bien que les cancers, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin tous d'allonger leur télomère. Alors ils le font d'une méthode, chacun d'une méthode plus ou moins différente, mais en gros ils ont tous ce besoin-là. Donc la défense générale contre le cancer, ce serait en théorie d'enlever les gènes permettant l'allongement des télomères pour que les cellules cancéreuses ne peuvent plus se répandre. Bon, c'est ambitieux et ça nécessite beaucoup de recherche, mais potentiellement ça pourrait faire partie d'une défense générale contre le cancer. Et enfin, le défi numéro 7, celui-là est plutôt simple à expliquer. Donc, quand vous êtes inactif et quand vous vieillissez, vous perdez des cellules et vos tissus s'atrophient. Voilà. Donc, la problématique, c'est comment remplacer ces cellules perdues, puisque vous vous doutez bien que quand vous perdez, cette perte de cellules progressive va en fait compromettre les fonctions de tout votre corps. Cerveau, muscles, cœur, tous vos organes, faiblesse musculaire, démence, Parkinson, fonction immunitaire affaiblie, j'aurais dû mettre, etc. 3 petits points parce que ça affecte à peu près tout. Donc,
comment contrer justement ça? Donc ça s'applique aussi pour le défi numéro 3. Hein. C'est ce qu'on appelle le tissue engineering, donc l'ingénierie des tissus. Donc c'est en gros c'est faire des organes spécialisés que pour vous-même, pour remplacer les vôtres. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple pour prévenir les filochages des structures élastines dans les artères et ailleurs dans le corps, c'est aller vous transplanter de nouvelles structures élastines ou remplacer carrément vos artères. Donc il y a déjà des choses qui sont faites en termes d'expérience préliminaire de remplacer en fait des tissus pulmonaires par exemple. Donc tout ça, c'est créé, donc ces tissus et organes sont créés à partir des cellules souches, d'accord ? Et on va utiliser en fait l'idée également, hein, en plus de pouvoir remplacer vos tissus et vos organes par des tissus frais, c'est de les utiliser en plus comme vecteurs de livraison de biotechnologie de rajeunissement. D'accord ? Donc par exemple, au lieu de vous réimplémenter un tissu pulmonaire classique, ben on vous en réimplémente un qui contient des cellules souches spécialisées dans le combat contre le cancer. Donc peut-être que dans le futur, on peut imaginer des gens qui soient immunisés contre le cancer dû au tabac, par exemple. Bon, pas que je recommande de fumer. Hein. Les cellules souches, du coup, alors là, on a parlé rapidement d'implémenter des organes ou des tissus. Vous pouvez également implémenter des cellules fraîches. Donc tout simplement, on utilise les cellules souches d'une personne. L'avantage, évidemment, c'est que les chances de rejet sont nulles, contrairement à la transplantation classique. Et encore une fois, on peut l'utiliser comme vecteur de livraison de biotechnologie de rajeunissement. Et évidemment, quand on vous implante ces cellules et ces organes, ils sont jeunes, sans mutation et sans dégâts liés à l'âge. Donc voilà, souffle un peu, parce que là on a passé la partie vraiment très technique de la conférence. En gros, la conclusion, voilà, c'est que les traitements pour rajeunir, on a déjà deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les causes pour développer des thérapies efficaces. Vous l'avez peut-être compris à travers les défis et les solutions contre ces défis, mais souvent, la cause est un peu floue. D'accord ? On ne sait pas vraiment ce qui cause, on est à peu près sûr de ce que c'est, mais on n'est pas sûr à 100%. Par contre, on n'a pas besoin de connaître ces causes pour réparer les dégâts. La deuxième très bonne nouvelle, c'est que, vous l'avez vu, on a une piste sur comment réparer chacun de ces dégâts. Et c'est à chaque fois plus ou moins avancé. D'accord ? Donc du coup, des thérapies de rajeunissement peuvent exister et on se doute bien qu'elles devraient probablement être répétées périodiquement. Peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans, bon, ça dépend, peut-être que ça va évoluer avec le temps également. Maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qui se fait dans l'état de l'art et d'autres traitements de rajeunissement qui pourront apparaître dans le futur, autres que ceux dont on a déjà parlé. Donc déjà, je pense qu'il est important de parler de ce qu'on appelle la solution de secours ultime. C'est la solution qui va être utilisée si rien d'autre ne marche, et même si d'autres thérapies de rajeunissement marchent, elle sera utilisée quand même, je pense. Ce sont les nanomachines. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir des trillions de nanomachines dans votre corps qui vont aller réparer les dégâts au niveau moléculaire, voire atomique. Donc c'est intéressant puisque c'est une technique qui traite directement les symptômes. Et la communauté scientifique est assez confiante sur le fait que des nanotechnologies permettant ce genre de choses arrivent avant les biotechnologies de rajeunissement. C'est-à-dire que d'ici 2100, par exemple, il y a de très très fortes chances qu'une nanotechnologie arrive avant même les biotechnologies. Donc c'est la solution de secours ultime. Une deuxième grosse solution, une solution générale de prolongement de la vie, c'est la manipulation d'ADN chez des sujets vivants. Alors, on sait déjà que la technologie est déjà là pour permettre potentiellement à des parents de sélectionner et supprimer des traits pour leur bébé. La technologie est déjà là, c'est juste ça coûte un peu d'argent en ce moment. Il y a des problématiques
est technique, certes, mais personnellement, je pense que d'ici 2 générations, les gens accepteront le fait que leurs enfants peuvent très bien être personnalisés génétiquement. D'ici 2 générations, je pense que c'est quelque chose qui sera accepté. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser des nanotechnologies ou CRISPR. Donc CRISPR, c'est une technologie assez récente pour la manipulation d'ADN chez des sujets vivants. Et ça permettrait justement de faire des choses assez intéressantes, donc de changer certaines séquences d'ADN. Et par exemple, on a parlé de remplacer des organes grâce à vos cellules souches. On peut, au lieu de vous remettre l'organe suivant votre ADN, modifier votre ADN pour allonger l'espérance de vie de l'organe, par exemple. Donc ça pourrait être une méthode pour permettre à tout le monde en fait, d'allonger son espérance de vie. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ces deux grosses technologies, on va parler un peu de résultats que j'ai vus récemment sur la littérature scientifique et qui sont très encourageants pour le futur. Donc, par exemple, sur CRISPR, donc la manipulation génétique, vous avez un papier qui est sorti le 5 décembre dernier, donc, où 2 patients atteints de drépanocytose et de bêta-thalassémie dépendant des transfusions. Alors en gros, sous ces noms assez uniques, se cachent 2 maladies où les patients ont besoin de transfusions sanguines tout le temps. D'accord, ils ont besoin d'être de nouveau sang en fait quasiment tout le temps. Sinon, c'est anémie et défaillance des organes. Eh bien, leur gène, le gène qui exprime ces maladies-là a été modifié chez ces 2 patients, et 1 an plus tard, les 2 n'ont même plus besoin de transfusion de sang. Donc c'est un résultat qui est extrêmement important, hein, c'est au New England Journal of Medicine, donc si vous ne connaissez pas le New England Journal of Medicine, c'est une grosse référence du domaine de la médecine, hein. Donc c'est un résultat extrêmement important, parce que les maladies génétiques simples, par défaut d'un seul gène, paraissent vraiment, avec CRISPR, donc peuvent être très facilement soignées. Pour les plus compliqués, donc qui s'expriment à travers plusieurs gènes, ça va être un peu plus complexe. Par contre, le 6 janvier 2021, au journal Nature, donc encore une fois, Nature c'est évidemment une référence, une thérapie génique par CRISPR a été utilisée pour soigner la progéria, donc une maladie génétique cause un vieillissement rapide, et donc une maladie génétique compliquée, chez les souris. Donc c'est un résultat extrêmement prometteur. Le docteur Leslie Gordon, fondatrice de la Progeria Research Foundation, dit que c'est quelque chose qui paraît être une vraie solution avec une seule injection au lieu de prendre des médicaments pendant toute sa vie à ce genre de maladie génétique. On va passer sur un autre exemple, cette fois-ci de la littérature, encore une fois, sur l'intelligence artificielle. Donc Google, voilà, qui a une IA qui s'appelle AlphaFold. On a vu au tout début, des fois des protéines se replient mal, et les protéines, ça fait tout un tas de choses dans votre corps. Et en fait, le dépliement, le repliement des protéines, c'est une problématique qui est vieille de 50 ans en biologie, et dont Google dit que grâce à AlphaFold, ils ont pu résoudre cette problématique et qu'ils peuvent maintenant cartographier en 3D des protéines responsables des maladies, que ce soit du cancer ou Covid-19. D'accord, donc c'est évidemment, c'est extrêmement prometteur, évidemment, ça vient de Google, donc les mots qui ont été utilisés dans l'article sont assez racoleurs. L'essentiel, l'idée qui doit être en tirée, c'est que l'IA en général aura certainement des effets révolutionnaires sur la manière dont les maladies sont traitées. Donc, on ne sait pas exactement prédire exactement comment ça interagira sur les biotechnologies de rajeunissement, mais c'est quasiment sûr que ça aura un impact. Ensuite, les chambres hyperbares, c'est un autre type de traitement, où en gros, on vous met pendant 90 minutes par jour, pendant 3 mois, dans une chambre hyperbare. Donc c'est ce genre de capsule où la pression est supérieure et où l'air est plus oxygéné. Donc l'idée, c'est que l'hyperoxygénation causerait la régénération des cellules. Donc d'après ce papier qui a été publié le 18 novembre 2020,
euh, ils ont observé chez les plus de 64 ans, un grandissement, enfin que les télomères chez ces personnes-là ont grandi de 20%. Donc c'est très intéressant comme résultat, puisque notamment de nombreux athlètes utilisent déjà ce genre de traitement. Et on peut très bien imaginer d'ici 10-15 ans, quand le prix aura chuté, que tout le monde ait sa chambre hyperbare chez lui pour étendre son espérance de vie de 20%. Ensuite, les vaccins à ARN messager, donc c'est ceux qui font l'actualité en ce moment sur la lutte contre la Covid-19, donc les vaccins Pfizer et BioNTech. Donc ce sont des vaccins qui utilisent des espèces de morceaux d'ADN en fait, qui vont apprendre à vos cellules à générer les protéines responsables de la maladie. Donc ça permet ensuite à votre système immunitaire de s'entraîner contre ces protéines. Donc les vaccins traditionnels prennent beaucoup de temps, hein, et l'avantage vraiment de ces vaccins ARN messagers, c'est d'être très 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 rapide à développer, moins d'1 an. Donc c'est pour ça que ces vaccins contre la Covid-19 sont sortis aussi rapidement. On peut aussi... l'idée, c'est de pouvoir également, puisqu'on peut produire quasiment n'importe quelle protéine, on peut entraîner notre corps contre quelque chose comme le cancer. Donc on peut imaginer donc, que ces vaccins-là soient assez révolutionnaires. Alors, évidemment, ça ne pourra pas marcher contre tous les cancers, mais potentiellement, ça peut faire partie d'une défense générale contre le cancer. Et enfin, un dernier exemple, avec les traitements d'immunothérapie. Donc cette fois, c'est un papier très 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 récent, qui date du 21 janvier 2021, dans lequel une étude a été faite avec un vaccin personnalisé contre le cancer de la peau, donc contre les mélanomes. Donc du coup, des patients ont été injectés avec un vaccin qui contient des protéines capables de déclencher une réponse immunitaire contre donc, les mélanomes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude dure encore, hein, et donc ils ont publié au bout de 4 ans, mais l'effet anticellules cancéreuses dure au moins 4 ans. Voilà. Donc c'est un résultat évidemment très intéressant. On peut imaginer encore une fois que ça fasse partie d'une défense générale contre le cancer. Voilà. Donc vous l'avez compris, ce qui se fait dans le domaine est absolument énorme. Voilà, il y a énormément d'études. Là, j'ai vraiment pris un petit morceau, hein. Vous avez vu que là, j'ai pris seulement des articles des 3 derniers mois, hein. Si j'avais pris des 12 derniers mois, on n'en aurait pas terminé. Là. Donc c'est un domaine qui publie énormément, hein, tout ce qui est relatif aux maladies liées à l'âge. Donc ce que disent les experts, donc là vous avez sur ce lien-là, vous avez un bon état de l'art. Actuellement, l'état de la recherche paraît indiquer que la plupart des gens qui vivent actuellement, alors évidemment en dessous d'un certain âge, hein, pourront vivre au-delà de 100 ans et en bonne santé. Contrairement à aujourd'hui, on a une espérance de vie plutôt aux alentours de 80 ans. Alors, qu'en est-il d'une augmentation plus importante de l'espérance de vie? C'est possible dans des modèles animaliers, et pour les humains, on attend encore quelques preuves supplémentaires en gros. Alors, si on prend la parole de Aubrey de Grey, qui est le directeur scientifique de la Sense Research Foundation, lui dit qu'on a 50% de chances d'atteindre un traitement de rajeunissement robuste chez les souris d'ici 3 ans, et qu'on a donc 50% de chances de l'atteindre, ce fameux traitement, d'ici 20 ans pour les humains. Donc il est assez positif là-dessus. Donc maintenant, on va passer à la partie futurologie. On va discuter un peu des conséquences sur notre civilisation. Donc déjà, l'introduction de ces traitements. Donc déjà, on peut tout de suite imaginer que si un traitement commence à être connu du public, voilà, maintenant il y a un nouveau traitement fait par cette clinique-là qui vous permet d'augmenter votre espérance de vie et d'atteindre peut-être même l'immortalité biologique. Là, tout de suite, je pense que c'est évident, c'est probablement la technologie la plus enviée par tout le monde. D'accord ? Donc le public demandera certainement au gouvernement d'agir. Et pour le gouvernement, il s'agira donc
probablement de calmer ces protestations, mais surtout de faire en sorte que la propagation de fausses méthodes soit arrêtée. Donc, par exemple, si c'est une clinique, c'est un peu plus facile d'arrêter la propagation de fausses méthodes, mais si c'est par exemple une pilule qu'on prend tous les jours, on peut très bien imaginer des fausses pilules qui commencent à répandre partout sur le marché pour se faire de l'argent facile. D'accord. On a également deux problématiques lors de l'introduction de ces traitements. Donc deux questions très importantes. Est-ce que le traitement aura le temps d'être correctement testé contre des effets indésirables? C'est-à-dire que si on vous dit, bon, vous prenez cette pilule et votre espérance de vie est augmentée de 200 ans, mais on n'a pas eu 200 ans pour le tester. Donc, est-ce qu'il y a des effets indésirables? C'est la question. Et une question un peu très difficile à résoudre, et si quelqu'un avait le monopole sur le traitement? C'est une question forcément qu'il faut se poser. Une autre question qui va se poser immédiatement, c'est la surpopulation. Alors, est-ce que si tout le monde devient immortel biologiquement, est-ce que par hasard, on n'aura pas un problème de surpopulation, déjà qu'on en a un actuellement? Alors en fait, la différence ne serait pas vraiment significative. En gros, si on enlève les morts dues à la vieillesse, au lieu de prendre 13 ans pour ajouter 1 milliard à la population, ça prendrait 8 ans. Bon, la différence n'est pas si grande que ça. De plus, les gens ont tendance à avoir des enfants de plus en plus tard, surtout en Occident. Et souvent, on fait des enfants quand on approche l'âge auquel on ne peut plus en avoir, quand on commence à avoir des problèmes de santé. Donc, il est raisonnable de penser que si des traitements permettent d'atteindre une immortalité biologique, les gens choisiront, beaucoup de personnes choisiront d'avoir des enfants encore plus tard. Ensuite, les retraites et la sécurité sociale. Ça serait un problème très important, je pense, en France notamment. Donc, en cas d'immortalité biologique, qu'est-ce qu'on fait des retraites? Parce que, alors, est-ce qu'on met fin aux pensions de retraite, puisque les retraités maintenant de 80 ans ont retrouvé leur vigueur de jeunesse, donc en théorie, ils peuvent continuer à travailler maintenant. Donc, est-ce qu'on met fin aux pensions de retraite? Est-ce que, alors, si tu approches la soixantaine, je pense que, voilà, on se sentira un peu... tu cotises pendant des dizaines d'années, mais comme par hasard, tu ne peux pas en profiter. Pareil, si quelqu'un a 80 ans et qui vient de retrouver sa jeunesse, on peut forcément s'attendre à ce qu'il ne retournera pas sur le marché du travail immédiatement. Donc pour le gouvernement, ça sera une problématique très importante, puisqu'il faudra trouver des solutions pour accommoder les retraités et proches retraités. Ensuite, un énorme changement, c'est le rapport au travail. D'accord ? Donc la vie typique d'une personne, après son éducation, c'est de travailler pendant en gros la moitié de sa vie et ensuite d'être retraité. Bon. Si on atteint l'immortalité biologique, ce schéma-là n'a plus aucun sens. D'accord ? On voit aussi deux problèmes apparaître assez immédiatement, on en verra d'autres au fur et à mesure. La mobilité ascendante va être complètement entravée, terminer de prendre le poste du collègue puisqu'il part à la retraite, puisque maintenant il n'y aura plus de retraite. Les héritages, pareil, deviendront très peu communs. Alors, là, par exemple, les familles de riches qui héritent à chaque fois, ça deviendra terminé, puisque maintenant, votre père vivra aussi 700 ans comme vous, donc il n'y aura pas d'héritage. Donc actuellement, on passe un quart de sa vie à grandir, un quart de sa vie à la retraite et la moitié à travailler. Dans le futur, si on prend 700 ans en tant qu'âge médian, on va passer 3% de sa vie en tant qu'enfant et le reste, on va travailler. Donc tout de suite, on se rend compte qu'en termes d'entrave économique due aux retraites et relativement en termes de pourcentage dû à l'éducation, c'est une grosse entrave économique en moins. Et on se doute bien que le travail à plein temps va probablement être terminé. C'est-à-dire, on peut s'attendre à ce que tout le monde commence à travailler plutôt à mi-temps, ou en tout cas moins d'heures par semaine, notamment avec l'augmentation. Évidemment, puisque l'immortalité biologique sera atteinte dans beaucoup d'années, donc la technologie aura beaucoup avancé, donc
la production par heure augmentera forcément. Et donc, encore une fois, réduction du nombre d'heures de travail par jour. Donc, on travaillera beaucoup plus, donc 97% de sa vie, mais relativement, en fait, on travaillera moins d'une certaine manière, en tout cas moins par semaine. Le rapport à l'argent sera également différent. Donc là, je prends deux exemples très évidents. Par exemple, quand on achète une maison et qu'on pense y vivre pendant 200 ans, on n'a pas envie de faire des réparations tous les 20 ans. Donc peut-être que le marché de l'immobilier ancien va chuter quand ces traitements apparaîtront. C'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Pareil pour le travail que la personne va chercher. Alors pour deux choses, et c'est pour ça que c'est le rapport à l'argent, peut-être que la personne va travailler dans un travail qu'il n'aime pas pour accumuler beaucoup d'argent et ensuite vivre d'une rente, par exemple, en investissant dans les actions ou dans l'immobilier. Et ensuite, la personne fera un travail qu'il aime bien. On peut imaginer également que les personnes deviennent moins dépensières en développant des compétences pratiques, puisque maintenant ils auront le temps de le faire, donc notamment réparer son toit. Réparer son toit, ça coûte 5 000, 10 000 euros, 5 000, 6 000 euros je crois à peu près. Bon, ça dépend du toit évidemment, ça coûte très cher. Réparer sa voiture, pareil, donc c'est des choses que les gens auront le temps d'apprendre pour éviter de dépenser des sommes colossales. Ensuite, le changement des dynamiques sociales. Alors ça, c'est assez amusant, puisque maintenant, quand vous entrez dans une salle, voilà, vous avez par exemple ici, il y a 6 personnes, vous ne pouvez pas savoir quel âge la personne a. Comment le deviner ? Lui peut très bien avoir 25 ans, mais elle peut très bien avoir 300 ans. Donc comment l'identifier ? Peut-être qu'on pourra le retrouver sur la confiance en soi, les manières, le style vestimentaire, peut-être également. On verra également des tabous sociaux qui paraissent un peu fantastiques au jour d'aujourd'hui. Donc, alors demander l'âge de quelqu'un, c'est plus ou moins sensible même aujourd'hui, mais ça deviendra peut-être encore plus sensible dans le futur, évidemment, puisque j'imagine très bien que les personnes de moins de 100 ans soient considérées comme des enfants ou des gens immatures, par exemple. Ou des romances très extrêmes, 270 ans de différence, 300, 400 peut-être. Et on commence déjà à voir aussi, en termes de dynamique sociale, un peu lié à la confiance en soi aussi, quelque chose qui apparaît, c'est que l'expérience acquise par certaines personnes peut devenir insurmontable. Et ça, pour moi, ça va être la naissance d'un espèce de nouvel élitisme dit à l'âge. Et donc ce sont ce que j'appelle des expertises insurmontables. Donc il y a plusieurs exemples qu'on peut imaginer. Donc par exemple, dans le domaine de la science, vous pourrez avoir des scientifiques qui sont à la fois jeunes et dynamiques, mais qui ont en même temps des années et des années et des années d'expérience. Et ça, quand vous avez 50 années d'expérience, et en plus vous avez votre vigueur de 20 ans, c'est tout simplement imbattable. D'accord ? Pareil, vous avez tout un tas dans le monde des métiers qui sont assez niches, où il y a 150 personnes dans toute la France qui fait ce métier-là. Pareil, les personnes qui étaient retraitées, qui faisaient ce métier-là, retournent sur le marché du travail. Et à ce moment-là, quand vous êtes sur la case départ, comment faire pour affronter ces personnes-là ? C'est tout simplement impossible. Pareil, des politiciens qui étaient très populaires peut-être à l'époque, qui reviennent sur le devant de la scène grâce à leur jeunesse retrouvée. Les musiciens, donc les chanteurs ou les symphonies dans les concerts, qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience, donc une coordination incroyable, une expérience incroyable. Comment faire pour affronter ce genre de groupe ? Des athlètes, pareil. Voilà, si vous avez Michael Jordan qui revient en NBA, qu'est-ce qu'un... Alors, Kate Cunningham, c'est un universitaire très prometteur, mais qu'est-ce qu'un Kate Cunningham peut faire face à un Michael Jordan ? Si vous êtes une équipe de basketball, vous prenez Michael Jordan tous les jours, c'est évident. Donc, comment faire pour que les personnes au point de départ, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se démarquer face à cette nouvelle élite ? Ça paraît insurmontable.
Donc ce qui est lié à ça, c'est la gérontocratie. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, un système politique dominé par des personnes âgées. Hein. Bon. Mais ça sera encore plus le cas dans le futur. On pourra imaginer des sénateurs qui resteront sénateurs pendant des siècles. Est-ce que le système politique, les systèmes politiques en général ne deviendront pas résistants au changement? Donc on peut imaginer deux choses. Hein. Par exemple, les personnes plus jeunes essaieront très probablement de se démarquer en essayant d'innover plus que les autres. Ils prendront probablement des risques très importants pour se faire remarquer. Également, faire grandir la civilisation hors de la Terre. Ça peut être un vecteur de changement. Hein. Quand tout d'un coup vous devez faire des colonies un peu partout dans le monde, ça nécessite de changer votre vision des choses. D'autres conséquences un peu en vrac. Alors l'éthique de l'immortalité, il y a une question qui peut revenir assez souvent. Que fait-on des personnes qui refusent de suivre le traitement ? Si par exemple vos parents refusent de prendre le traitement et sont sur leur lit de mort, quasiment inconscients, est-ce que vous pouvez les forcer à prendre le traitement ? C'est une question d'éthique tout à fait légitime. Mécontentement des groupes religieux. Voilà, est-ce que vaincre la mort, ça ne serait pas contre la religion ? À mon sens, pas vraiment, parce qu'après tout, que vous viviez 10 ou 10 milliards d'années, c'est rien comparé à l'éternité que promettent les religions. Et également un argument qui, je trouve, mérite sa petite partie pour conclure la conférence, c'est l'argument de l'ennui. Et donc, est-ce que, en étant immortel, est-ce qu'on ne va pas, par hasard, s'ennuyer ? Voilà. Donc, alors, pour moi, déjà, c'est impossible. Tout simplement parce que le cerveau peut se remplir. Le cerveau n'a pas une contenance infinie et va écraser au fur et à mesure des mémoires non importantes. Donc en termes de mémoire, en termes de ce que vous avez vécu, la personne que vous serez dans 500 ans, c'est très différente de la personne d'aujourd'hui. Et surtout, l'humanité a toujours proposé quelque chose de différent à faire. Alors intéressant, ça dépend de vos intérêts, mais en tout cas des choses différentes, ça a toujours été proposé par l'humanité. Donc du coup, des choses différentes, changer de travail, découvrir de nouveaux hobbies, voyager partout dans le monde, et pas seulement dans le monde, hein, dans le système solaire, et peut-être dans les autres systèmes solaires. Vous pouvez prendre votre retraite pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, et puis reprendre le travail après. Donc vraiment, encore une fois, l'humanité a toujours proposé des choses intéressantes, et pour moi, il me paraît impossible de s'ennuyer de l'existence en général. Donc typiquement, votre vie d'avant, c'est ça. Voilà, école, travail, retraite, mort. Et la vie dans le futur, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'au début, vous faites un travail que vous aimez pas trop, hein, mais vous accumulez un peu d'argent, histoire d'avoir une rente immobilière. Et puis ensuite, vous partez faire un travail que vous aimez bien. Puis ensuite, vous allez faire le tour de la nouvelle planète qui vient d'être colonisée. Puis ensuite, vous allez vivre comme un moine. Voilà, peut-être que pour vous couper de la technologie. Puis ensuite, vous devenez volontaire à la Croix-Rouge. Et là, il vous reste encore 500 ans à vivre. Donc 500 ans à faire absolument tout ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire des enfants quand vous avez 100 ans, puis en refaire quand vous avez 700 ans. Voilà. Ça peut faire des réunions de famille un peu bizarres. Mais votre vie sera complètement différente. Et pour moi, il est clair qu'elle sera beaucoup plus excitante. Donc voilà. On est à la fin de cette conférence, et donc un peu à la même manière que la première sur la fusion nucléaire, on voit que les conséquences, c'est une toute nouvelle civilisation tout simplement. Et donc encore une fois, exactement la même conclusion que sur la première conférence, les problématiques d'une telle civilisation sont différentes de la nôtre. D'accord ? Et on a un peu vu ça sur le rapport au travail. D'accord, qui va considérablement changer, et ça sera un peu l'objectif de ce dont on va parler sur la prochaine conférence qui sera orientée intelligence artificielle. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je suis ouvert aux questions.
Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de. Ok, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, alors, d'abord, je vois c'est sûrement la seule solution, les télomères. Alors, en solution générale contre le cancer, oui, ça paraît être le seul traitement qui peut contrer tous les cancers plutôt que la variété de traitements qui traitent une partie des cancers à chaque fois. À chaque fois, il y en a toujours qui y échappent en fait. Et oui, sur les télomères, c'est le problème des télomères en fait, c'est que c'est pas encore 100% compris. Vraiment, c'est pas encore 100% compris. Et l'idée d'arrêter les télomères chez les cellules cancéreuses, ça paraît logique, sauf que ça nécessite de la recherche. Voilà. L'eugénisme sur son gamin, bah oui. Oui, oui, oui. Par contre, bon, je l'ai un peu marqué sur la conférence, c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce que les gamins qui ont été faits comme ça seront pas par hasard complètement narcissiques. En tout cas sur les premières générations, puisqu'ils se compareront aux autres et ils verront qu'ils seront supérieurs. Et ça sera tout à fait normal pour eux d'être narcissiques, hein. Alors il y a des maladies, il me semble, qui font que l'ARN rentre dans le noyau et part altérer l'ADN. C'est ultra marginal, mais le cas existe, il me semble. Ok. Bah je te crois, hein. Moi j'ai lu que ça pouvait pas rentrer dans le noyau, mais... Alors s'il y a bien des personnes qui ont prouvé que ça peut... D'accord. Ça fait un peu peur. Oui, avec les nouvelles, on aura un revenu universel, société de loisirs, exactement. Ouais. C'est vrai que le truc qui est intéressant avec les technologies de rajeunissement, c'est que on dirait que ça va apparaître en même temps que tout un tas d'autres technologies qui vont faire en sorte que les gens en général ne travailleront probablement pas, ou en tout cas différemment d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Alors, Oui. oui. Je sais pas si on m'entend bien. Euh, Oui. T'avais parlé d'un paquet de trucs, là, genre les cellules mal formées, tout ce qui est lysosome, ou je sais pas quoi, mutation mitochondriate et tout. Et, et genre, bah ça, c'est les causes du vieillissement, enfin, c'est les symptômes du vieillissement. Et t'avais dit, les causes, on n'est pas En sûr f- encore. oui, en fait, euh, c'était peut-être pas clair, mais en fait, bon, par exemple, si je prends les mutations mitochondriales, ça, c'est les causes sont assez compris. Mais en fait, euh, il y a des choses. Alors, si j'arrive à avoir un bon exemple, il y a des choses comme ceci en fait, où les causes sont pas tout à fait comprises. Donc, comment pour quelles raisons les liaisons croisées macromoléculaires apparaissent entre les tissus du collagène. Donc ça, voilà, on se doute bien que c'est des réactions chimiques qui ont des chances d'arriver, mais les causes exactes sont moins comprises. Et en fait, pour tout un tas de dégâts, c'est à chaque fois le cas. Euh, pour Mais ça du coup, aussi, ouais, c'est le cas tu, également. on sait pas si c'est genre le. Bah là, grossièrement, c'est le corps qui commence à faire un truc qu'il aurait pas dû faire, quoi. Oui. Mais du coup, enfin, enfin, on sait à cause de quoi ça déconne. Enfin, est-ce qu'on sait déjà si c'est genre les plans de fabrication qui ont été altérés et que du coup, bah, le corps il commence à faire nimp, ou si c'est genre toute la chaîne de fabrication. Enfin, je m'exprime avec des mots totalement déconnectés du Je truc, vois ce que mais tu veux dire. Ouais. ouais, enfin, c'est genre soit les plans, soit la chaîne de fabrication qui déconne, soit. En fait, à chaque fois, ils- l'état de l'art dit qu'ils sont pas sûrs. En fait, alors la meilleure chose que je peux te conseiller, si tu veux en savoir plus, et tu arriveras probablement à la même conclusion que moi, c'est d'aller voir ce lien-là. Et ce lien-là parle plus des causes des dégâts dont on a parlé. J'ai préféré pas du tout mentionner les causes dont cet article
dont cet état de l'art parle parce que eux-mêmes n'en sont pas sûrs et c'est très compliqué. Et en fait, à chaque fois, c'est des causes à plusieurs niveaux. D'accord. Donc, on a des indices sur la première cause originelle qu'ils appellent la cause antagoniste, et puis ensuite, ça se découpe en des causes qui découlent des premières causes, et ainsi de suite jusqu'aux dégâts. Ok. Mais du coup, on n'a pas, entre guillemets, un moyen de prévenir. Enfin, là, à l'état de l'art, hein, avec. Enfin, voilà, c'est ultra hypothétique, hein. Mais genre, ces causes antagonistes, on n'a pas des moyens de prévention pour, pour empêcher leur Oui, occurrence? c'est ça, c'est exactement ça qui est marrant, puisque quand on pense à vaincre la vieillesse, on pense à la prévenir, mais avec l'état de l'art qu'on a, on se rend compte que c'est plus facile en fait de revenir en arrière plutôt que de prévenir le vieillissement. Donc, D'accord. bon, ça paraît paradoxal, mais c'est ce que l'état de l'art dit. Bah, Tant un mieux, peu. après. Ouais, je suis pas médecin, mais c'est pas un peu l'inverse de la médecine, genre on préfère la prévention à la guérison. Voilà, c'est Bah, l'inverse, c'est marrant. bah, ouais. Ben, c'est vrai que pour moi, c'est un peu comme le rhume. Le rhume, tu peux l'attraper. Enfin, bon, au jour d'aujourd'hui, avec les masques et les gestes barrières, c'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, en tout cas, le rhume, t'attrapais un rhume, mais tu savais pas où tu l'avais eu. Tu pouvais t'en douter, alors peut-être que c'est ma copine qui avait un rhume et donc je l'ai récupéré. Mais il y a des fois, c'est un peu flou, tu sais pas vraiment exactement d'où ça vient. Par contre, traiter le rhume, c'est facile. Ah, c'est exactement pareil. Alors, je vois d'autres questions. Donc, notre corps a toujours le même âge ou il se dégrade juste très lentement? Bah, on en a un peu discuté, hein. Les causes sont un peu mystérieuses et au fur et à mesure du temps, les dégâts sont de plus en plus importants et donc les chances de mourir d'une des maladies liées à la vieillesse sont de plus en plus importantes. Avec le rajeunissement, euh, bah en fait, actuellement, avec les technologies de rajeunissement, ce qui se passerait, c'est qu'on continuerait à vieillir, sauf que de temps en temps, on ferait une cure de rajeunissement. Voilà, donc très probablement. Alors, pour moi, le plus logique, ça paraît des cliniques qui feraient tout un tas de traitements, dont des traitements esthétiques pour vous faire revenir en fait au corps que vous aviez quand vous avez 20 ans. Après, ça peut très bien être une pilule, ça peut très bien être une injection de nanomachine, ça peut très bien être une combinaison d'un peu tout. Ouais, c'est ça, tous les X années, tu passes dans une clinique comme un vaccin. En tout cas, sur les premiers traitements, c'est très probablement de cette manière-là que ça arrivera. Après, peut-être que dans le futur, on comprendra mieux les causes du vieillissement et on pourra l'arrêter. Peut-être. Mais peut-être que d'ici là, on deviendra également des cyber-humains. Je sais pas. La cryogénisation. Euh, alors, de ce que j'ai vu, on s'est cryogénisé, mais on s'est pas décryogénisé. Après, c'est pas dit qu'on puisse pas apprendre à le faire dans un certain temps, mais j'ai pas lu beaucoup de choses dessus, donc après moi je pense que notre génération a de grandes chances de d'être immortel biologiquement. Bon après faut pas se donner trop d'espoir, hein, mais mais je pense que moi je suis assez optimiste. Mais c'est ça, c'est l'effet cascade tout à fait.
Après, bon, si tu rates l'effet cascade de quelques années, ah bah, pas de chance. Mais bon, c'est intéressant. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, je pense que je vais conclure là-dessus, hein. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, j'étais pas forcément confiant sur la chose. Et j'ai toujours été frustré du fait d'être né trop tard pour explorer la Terre et trop tôt pour explorer l'univers. Mais après avoir vu un peu ce qui se fait, je commence à être plus confiant sur le fait que peut-être notre génération aura une chance d'explorer l'univers. Et je pense que c'est très beau.